Nous allons maintenant accueillir Carole Thibault. Peut-être un petit mot, Antoine, sur ce projet, sur cette invitation. Ou alors vous vous présentez vous-même. Alors oui. L'idée de cette partie maintenant, c'était d'interroger deux artistes plutôt auteurs. Carole Thibault, donc, qui est directrice du Centre dramatique de Montluçon. Et puis Alexandros Mistriotis, qui est artiste grec, qui nous vient d'Athènes, qui parle très bien le français, ce qui est très appréciable. Oui, parce qu'autrement, il faudrait un traducteur. L'idée, c'était de voir comment, puisque ce colloque, il est quand même dans le cadre de comment écrire du théâtre au XXIe siècle, c'était de voir, eux qui sont auteurs, comment ça, ce qu'ils ont entendu aujourd'hui, qu'est-ce que ça leur fait, et comment ils travaillent, et sur quoi ils s'appuient. Et Carole a déjà travaillé là-dessus, puisqu'elle elle a une intervention à 18h tout à l'heure, la même que celle qu'il y avait à 13h, sur le même étage qu'ici. Carole, c'est à vous. Oui, donc je vais faire rapidement parce qu'on fait une lecture avec Pascal Henry à 18h d'un texte que j'ai écrit à partir de rencontres. Donc Antoine Conjar et l'Hexagone m'avaient invité à rencontrer des chercheurs et des scientifiques du CEA et puis voir quelles paroles pouvaient émerger de cela. Voilà, ce qui est un exercice très délicat, de rendre compte d'une parole tout en n'étant pas dans un rapport documentaire, mais un rapport d'écriture quand même, mais tout en rendant compte, en faisant résonner cette parole. Donc voilà, c'est une espèce d'exercice sur le fil entre le réel, un théâtre du réel, et puis en même temps une écriture, quoi. Donc on est vraiment à l'endroit, quelque part aussi, un des multiples endroits possibles de la rencontre entre artistes et scientifiques à cet endroit-là, et de toute tout ce qui est en délicatesse là-dedans, tout ce qui est voilà, qui pose pas problème, c'est pas ça, mais qui demande vraiment à être extrêmement mesuré sur le rapport humain et à faire ensemble quelque chose, même si eux ont parlé et moi après j'ai écrit. Mais n'empêche qu'il y a eu surtout à ce moment-là cette rencontre, et c'est de cette rencontre que je parle peut-être autant dans ce texte entre l'artiste et le scientifique, entre eux et moi, que de science. Donc je me suis dit, je ne vais pas parler de science, je ne saurais pas le faire, surtout des rencontres qui durent 1 heure, mais je vais rendre compte de cette rencontre et de ce qui nous relie et de ce qui donne aussi une forme d'impossibilité à ce moment-là sur un temps aussi court, etc. Donc voilà, donc je vais faire bref parce que faut que j'aille me préparer avec Pascal qui est là-bas aussi. Il faut qu'on se concentre un peu. Voilà, je ne vais pas revenir sur tout, j'avais pris plein de notes, mais de toute façon, je n'ai pas eu le temps de synthétiser, puis c'est impossible de synthétiser de toute façon. Moi, en tant qu'autrice et metteuse en scène et comédienne aussi, je travaille depuis un moment autour Enfin, j'ai l'impression d'avoir travaillé toujours autour des questionnements de notre époque. Et donc, forcément, d'avoir été confrontée très tôt, après, à partir de rencontres, moi, ça fonctionne beaucoup comme ça, à la question des nouvelles technologies, des objets technologiques sur scène, à la question d'exploration de certains domaines scientifiques à travers mon regard à moi. Ce qui m'intéresse, en fait, bon, je vais essayer de, voilà, je vais me dépêcher. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Frédéric racontait quand on lui a posé la question de, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été répondues, en tout cas des propositions pour la COP 21, à partir de l'expérience que vous avez faite à Nanterre, et que vous avez dit, je crois que vous avez dit, non, s'il n'y a pas eu de choses, mais ça a révélé des blocages, ça a révélé nos blocages. Et je trouve ça très, très juste, c'est-à-dire ça pose question, je ne sais plus qui l'a dit aussi aujourd'hui, ça pose question, l'endroit du théâtre, c'est avant tout du questionnement qu'on pose devant nous et on continue à questionner. Et il y a quelque chose d'un lien comme ça avec la recherche aussi sur cet endroit du questionnement continuel, de cette recherche à tâtons dont on a parlé aussi là, et justement non pas du discours d'autorité, mais et on est là-dedans, enfin,
en tant qu'artiste, je pense qu'on avance aussi à tâtons, en train de tirer des fils et de voir ce qui va arriver un peu plus loin. Et du coup, moi, les rencontres que j'ai faites avec les scientifiques aussi, c'était ici, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. C'était ces rencontres à tâtons de leur part et qui rejoignaient nos rencontres à tâtons, enfin nos avancées tâtonnantes dans des zones obscures. Puis de temps en temps, on remonte en lumière, on fait ah oui, tiens, hop, et voilà. Et l'idée que ça révélait nos blocages, et donc ça vient révéler à nous-mêmes quelque chose de nous-mêmes, de notre rapport au monde, le théâtre, et je pense que c'est le théâtre de tout temps qui profondément porte ça. Enfin, c'est peut-être une vision un peu romantique, mais voilà. Moi, ma relation avec les chercheurs, elle est de deux sortes. Enfin, c'est un peu idiot de dire ça, mais j'aime beaucoup rencontrer des chercheurs, comme j'aime beaucoup rencontrer des gens qui ne sont pas dans les mêmes rapports culturels, qui n'ont pas les mêmes référents, les mêmes vocabulaires, les mêmes langages que moi. Comme je peux aller travailler avec des femmes issues de l'immigration en banlieue parisienne, avec des gens qui ont des vies et des référents différents des miens, forcément, parce que sinon je reste sur de l'entre-soi au bout d'un moment, et c'est normal, je comprends certains vocabulaires et pas d'autres. Et là, être confronté au vocabulaire et aux mots d'autres, aux référents et aux vies d'autres, c'est ça qui me passionne. Donc une de mes premières relations avec le monde de la recherche, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, Antoine, par exemple, me propose d'aller rencontrer des gens et que ces gens-là, je ne les connais pas. Je ne connais pas les scientifiques. J'avais mené une expérience spéciale, on s'est rencontrés d'ailleurs au CNES à Paris, où Gérard Azoulay, qui est responsable de l'Observatoire de l'espace, m'avait fait une commande d'une performance autour d'un documentaire qu'avait fait une astrophysicienne sur la place des femmes dans l'espace. Et il y avait une espèce comme ça déjà, elle-même était déjà sortie de son, qui s'appelle No Gravity, et elle s'appelle Silvia Casalino. Et je vous invite à voir ce documentaire qui est absolument passionnant. Mais elle était sortie déjà, elle, de son endroit d'astrophysicienne pour créer ce documentaire. Moi, je suis sortie de mon endroit de théâtre, texte, écrit, mis en scène, pour traverser cette expérience de performance à travers son propre documentaire. Et c'est ces déplacements parce que la rencontrant et rencontrant son documentaire, ça m'a déplacée, et qu'elle s'est déplacée de son endroit, qui a créé cette rencontre-là, et qui a été, je pense, très riche pour elle et pour moi. Voilà. Et rencontrer l'autre, c'est créer du déplacement. Et c'est pour ça que cette histoire d'identité tout à l'heure était un peu... Enfin, j'avais l'impression qu'on était hors propos, parce que c'est plutôt la question constante du déplacement, et que la rencontre de l'autre, c'est ça. Ensuite, les chercheurs, pour moi, ils m'intéressent aussi. Enfin, ils m'intéressent, c'est idiot de dire ça, hein, vous m'intéressez pas. Enfin, je veux dire, là, c'est autorité. Vous m'intéressez beaucoup. parce qu'évidemment, en tant qu'artiste, et ça revient à ce qui a été dit au tout début de la matinée, en tant qu'artiste, évidemment qu'on est dans une démarche de recherche. Évidemment qu'on est dans une démarche de questionnement constant du monde qui nous entoure. Sinon, on n'est pas artiste si on n'a pas il me semble, cette nécessité absolue d'essayer de comprendre tous ces questionnements qui nous assaillent et qui parfois nous empêchent de dormir. Donc évidemment que quand on va travailler sur un sujet, on va commencer à explorer ce sujet au maximum, et qu'on n'en finit pas d'ouvrir encore plus de questions qui nous perdent encore plus, on tire plein de fils, c'est des espèces d'exploration et de plongée. Et donc dans ces cas-là, rencontrer des gens qui, eux, ont traversé ça aussi, qui traversent ça quotidiennement dans leur recherche, c'est passionnant. C'est passionnant par le savoir qu'ils détiennent, mais c'est passionnant aussi par l'expérience humaine qu'ils en font et la façon dont ça les traverse organiquement, cette expérience, la façon dont ça les sculpte, la façon dont ils vivent ça de manière très intime aussi. Et c'est à ces deux endroits aussi qu'en tant qu'artiste, c'est passionnant aussi de rencontrer des spécialistes, on va dire, que ce soit des intellectuels, des scientifiques, des chercheurs dans n'importe quel domaine, quoi. Voilà, juste travailler avec des outils, je reviens juste sur ce qui a été dit ce matin, travailler avec des outils technologiques. Oui, je crois que le théâtre de tout temps a travaillé avec des outils technologiques. Enfin, je veux dire, c'est parce que ce n'est qu'un lieu de l'artifice, et donc on a besoin des outils technologiques. Enfin, ça a été pendant très longtemps un lieu d'artifice. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça bouge beaucoup aussi par rapport aussi au questionnement qu'on a sur les représentations du réel, mais qui d'ailleurs parcourt l'histoire du théâtre. Et donc forcément, moi, en tant qu'artiste, je travaille avec des outils, des nouveaux outils, des nouvelles technologies, je ne sais pas comment appeler ça, enfin, c'est des outils qui sont là. Et évidemment, ça va
faire évoluer l'œuvre et la représentation. Et évidemment, l'évolution de cette œuvre et de cette représentation va me poser question. Et donc, évidemment, je vais me mettre aussi à explorer ça. Donc, c'est une espèce c'est un outil qui est sujet en même temps, qui devient sujet-objet, forcément. C'est un outil, mais qui n'est pas qu'un outil. Alors, poser la question de l'objet à un moment donné, puis après poser la question de... c'est pas qu'un objet, ça devient en soi un sujet contriture parce que ça transforme pas seulement la forme de la représentation, mais profondément, structurellement ce qu'elle est. Et de tout temps, ça a fait ça. Je veux dire, l'écriture théâtrale, la forme de l'écriture théâtrale a transformé profondément la représentation aussi. La façon dont on crée les spectacles transforme ça. Donc le rapport aux nouvelles technologies au théâtre, ça continue à interroger ça à vitesse grand V. J'ai créé récemment une installation où... J'ai créé récemment une installation immersive numérique. Je voulais absolument appeler ça installation théâtrale parce que pour moi, il y avait une dimension de narrative dedans et de dialogue à travers des gens qui n'étaient pas présents puisque c'était une installation qui mettait en scène des échanges. Mais donc on avait les échanges, mais comme des dialogues de théâtre, mais à travers cette forme d'échange qu'est le SMS. Et ça m'a évidemment confrontée à 10 000 questions et ça m'a emmené complètement ailleurs de là où je pensais que ça allait m'emmener au départ. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve. Et donc le rapport à la technologie, c'est pas simplement l'outil dont on se sert. Le gant, c'est super, mais je pense que ça a dû lui-même le propulser ailleurs complètement, dans d'autres formes d'écriture, de lui-même en scène, etc. Mais c'est aussi l'interrogation constante de nos propres rapports, de notre rapport à cette nouvelle technologie, la façon dont ça transforme, dont ça bouleverse nos rapports au monde et à l'autre. Et c'est ça qui est profondément passionnant. Donc quand on se sert de ces outils, évidemment on interroge ça automatiquement. Il me semble que ce n'est pas que de l'apparat ou du décor ou de l'outillage. Voilà, et j'en ai fini bientôt parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Et je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire très vite. Voilà, et je vous prie de m'excuser, mais je vais aller dans la salle avec Pascal et on va installer nos petits micros pour faire notre lecture, qu'on vous invite bien évidemment à venir entendre. Voilà, je voulais juste rajouter une dernière chose, c'est que pour moi, ce qui est profondément nourrissant, c'est d'essayer de comprendre d'où l'autre parle et d'où on parle. Alors c'est très bisounours si vous voulez, tout ce que vous voulez, mais c'était pas tant que ça parce que c'est profondément la question du théâtre. C'est d'où je parle, d'où ça parle et d'où l'autre parle, parce que c'est à ce moment-là qu'on interroge le sujet profondément. Et donc, on rend à l'autre son rapport de sujet et non pas être vis-à-vis de l'autre comme un rapport en le rendant objet. Voilà. Et donc, dans ces rencontres, dans ces entremêlements, dans ces croisements entre artistes, scientifiques, c'est profondément ça qui est passionnant dans ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'est la façon dont ça s'entremêle complètement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du désir des deux côtés. Il ne faut pas qu'il y ait de la prestation de service, il ne faut pas qu'il y ait de l'utilisation, de l'infantilisation d'un côté et de l'autre. C'est pour ça que j'étais très en colère tout à l'heure, parce que j'ai eu la sensation de ça, et c'était certainement pas du tout cette orientation-là, mais moi c'est là où ça m'a résonné. Et je me suis dit, l'intérêt c'est qu'il y ait cette rencontre des sujets qui sont tâtonnants et qui avancent ensemble en interrogeant leurs propres trous, leur propre vide, leur propre manque, et en même temps les endroits où il y a des choses qui peuvent s'assurer et se rencontrer. Voilà, merci. Merci Carole pour ces réflexions. Très synthétique et bonne représentation. Juste sur la question de l'intériorisation et vraiment la demande d'une certaine maîtrise de ce que l'artiste peut être en train de fabriquer, allez voir ce que fait Boris Gibet dans ses billes de polystyrène. C'est juste un petit exemple. Pardon. Alexandros Mistriotis, c'est à vous. C'est à vous. Je me bats depuis tout à l'heure pour amener ici un paysage qui me hante depuis quelques mois déjà. Derrière vous, il y a des collines et des montagnes successives. La lumière est faible. Je n'arrive pas à discerner si cette lumière, c'est la lumière de l'aube ou du crépuscule. Cette impossibilité-là,
c'est notre impossibilité d'aujourd'hui, de notre 21e siècle. Je pense que c'est une impossibilité que nous avons niée systématiquement, et c'est pour ça que dans notre art, d'une manière répétitive, on trouve notre tristesse narcissique sans arrêt, avec surprise. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on appelle la crise qui commence finalement avec au moins la Première Guerre mondiale, là où nous avons vu cette notion linéaire du temps s'écraser, c'est que non, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autres solutions, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et à partir de ce point-là, on va vraiment commencer à négocier, et c'est là que la civilisation va pousser. En fait, dans la tragédie, ce qui se passe, c'est que nous avons une invention dramaturgique constante de l'impossible. Nous avons des histoires qui étaient écrites avant dans la poésie épique, qui avaient un happy end, que le poète tragique les ont repris pour inventer des situations impossibles. Et de là, la pièce et le théâtre commencent. Je me situe à un lieu qui est, je pense, le nôtre, où la poésie, le théâtre et la réflexion philosophique sont le même. Il n'y a pas de différence entre elles. Et si on veut le fonder d'une manière un peu plus historique, au départ, c'était comme ça. Les premiers philosophes, c'était des poètes. La philosophie était ancrée dans la vie politique. Il n'y avait pas de discours philosophique sans une référence actuelle. Et puis, le théâtre, ce n'était qu'un genre poétique. Donc, le poète, comme on lit chez Aristote, c'est la poésie tragique qui est à côté des autres poésies de cette époque-là. Donc, du coup, parler du théâtre, c'est assez problématique. Parce que on commence du point où il faut arriver. Donc nous avons déjà une idée de ce qui est le théâtre, et ce n'est pas le désir, la question, le manque, le désespoir ou l'espoir acharné qui nous amène dans notre chemin. Je continue à regarder ces paysages. J'ai peur de marcher parce que le silence est sublime. Mais plus je reste dans cette pénombre, mieux je vois et mieux j'entends. Et je pense que cet état, c'est notre état. C'est justement cette immobilité, cette situation où on reste devant cette situation impossible qu'on arrive finalement à articuler des choses. Il y a cette histoire de Diogène le cynique qui, à un moment donné, à la fin d'une pièce de théâtre, pendant que tout le monde sort, lui, il entre. Et il pousse les gens pour avancer. Et il y a des gens qui lui posent la question, mais pourquoi, maintenant que tout le monde sort, toi, tu entres? Et il dit que pendant toute ma vie, c'est ce que je fais. Et il ne faut pas oublier que Diogène, c'était quand même quelqu'un qui faisait la philosophie d'une manière très performative. Quand il sort avec une lanterne, et il dit que je cherche pour un homme à midi. Quand il appelle les gens, et il appelle pour que des hommes viennent l'aider, et quand ils arrivent, il prend un bâton, il commence à les frapper, et il dit « j'ai appelé pour des hommes et non pas des animaux ». Donc on est vraiment dans un espace de philosophie qui n'est pas un exercice de la réflexion de la pensée. Et là, vu que nous avons discuté pas mal de ces questions-là, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à un petit décalage qui est culturel. C'est que d'abord en Grèce, appeler quelqu'un philosophe, c'est très lourd, c'est impossible. Ça te met à genoux. D'abord parce que c'est comme si on demandait que les poètes sortent de l'université. Ce n'est pas possible, et ce n'est pas par hasard à nouveau que je fais la comparaison ou que je lis la poésie avec la philosophie, puisque c'est une chose que nous avons un peu
effacer avec notre travail autour de la réflexion, c'est que justement, le travail philosophique, c'est quand même un travail suspendu, exposé, ouvert à l'impossible comme le reste. Deuxièmement, je voulais vous partager avec vous un autre problème qu'il y a, c'est qu'en grec, il y a une distinction entre l'intellect et l'autre partie qu'on appelle le nous. Donc, diania et nous. Il y a deux mots pour cela. Et l'un gère les rapports de causalité, cause à effet, c'est l'intellect, et l'autre, qui n'a pas d'équivalent malheureusement en français, c'est le nous qui saisit les notions simples, donc les notions qu'on ne peut comprendre qu'en elles-mêmes. Donc, dans la tradition notamment humaniste, et là je parle plutôt du siècle des Lumières, il y a un souci par rapport à l'intellect qui a une tendance à mépriser ce qu'on appelle souvent l'intuition, des trucs comme ça. Or, la fondation de notre pensée, souvent, elle vient avec l'intellect de vêtir, d'envelopper des choses que nous avons saisies avec un mouvement de l'esprit qui ressemble plutôt à un éclair. Le temps passe et dans ces silences, j'entends un voix lointain. C'est peut-être le bruit d'une fête. Il y a toujours de fêtes quelque part, de fêtes qu'on aurait aimé tellement participer. Il y a toujours la joie quelque part et nous en sommes privés. Mais en fait, la plupart des fois, dès qu'on arrive à ces fêtes-là magiques, on se sent tellement seul que c'est vraiment l'image par excellence du cauchemar. En fait, dans cet espace, cet autre espace de cette fête, il se trouve cette autre chose. Et je pense que le théâtre aujourd'hui, cette chose qu'on va appeler après coup théâtre, doit s'inscrire dans ce désir de voir l'autre. On parle beaucoup de l'autre en tant que victime aujourd'hui. Je pense que ça, c'est plutôt suspect parce que comme ça, on arrive à embrasser, voire comprendre et finalement contrôler l'autre. L'autre doit être l'espace que nous n'avons aucune emprise. Donc l'espace de la terreur et de l'espoir exaspérant. Il y a beaucoup de définitions qu'on pourrait entamer en ce qui concerne justement l'autre. Et je pense, un autre point de vue important, notamment pour le théâtre, c'est l'espace où se trouvent ceux qui sont morts et ceux qui ne sont pas encore nés. Et je pense que la question de l'audience et la question de l'adresse sont deux faces de la même monnaie. C'est-à-dire qu'on parle de l'audience comme si c'était quelque chose qui existait sans nous, et on parle du théâtre sans parler du public. Il y a un mouvement qui crée l'un à l'autre, et ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas qu'il y a plusieurs personnes, donc il y a un public. C'est aussi la qualité de l'adresse. Et je pense que si on s'adressait à l'autre comme si c'était un autre, et si dans notre voix il y avait cette notion, cette sensation que cette personne que nous avons devant nous, elle est liée avec ceux qui ne sont plus là, et que je m'adresse et j'honore et je partage pas seulement avec cette personne-là, mais aussi avec ceux qui l'ont emmenée ici. Et puis que cette personne-là, elle représente aussi une occasion à parler à ceux qui ne sont pas présents. Et bien là, du coup, même dans un dialogue, l'adresse change et elle s'ouvre. Et je pense que là, on retrouve cette adresse qui me semble pertinente pour ce théâtre du XXIe siècle. Parce qu'il y a le problème de la représentation. Au moins dans mon travail, c'est peut-être personnel, je pense que dans l'expérience théâtrale, on bouge constamment entre deux pôles, c'est la représentation et la présence. La présence toute seule, elle est impossible.
quoi que je fasse, je m'invente, je suis une mise en scène de moi. Mais pareil, la représentation est impossible. Que je joue Hamlet, je reste moi-même. Et parfois, c'est ça qui fait que le théâtre est magique. Cette bêtise exaspérante qui marche. Eh bien, là, ces mouvements entre la présence et la représentation, et là, peut-être beaucoup de raisons pour être reprise. Je me souviens, à un moment donné, il y a Romeo Castellucci qui a été cité et qui était venu dans une petite ville que probablement vous ne connaissez pas, qui s'appelle Nafplio. Et on parlait beaucoup, on parlait notamment de ces désespoirs qui émanent de son discours et puis de son travail. Et il est revenu plusieurs fois à expliquer cette chose. Et j'ai été étonné parce que malgré cet aspect mécanique qu'on trouve dans cette noirceur, dans ses travaux, qui m'agace, j'ai senti que même si aujourd'hui c'est esthétisé peut-être, mais quand même chez lui c'était quelque chose de très ancré. Et à un moment donné, il a dit, de manière, pour finir avec cette question, il a dit de l'espoir, il n'y a pas de la place pour l'espoir depuis que le monde occidental, pendant la Renaissance, a été enfermé dans la représentation. Et de là, on peut visiter plusieurs questions, notamment la question de l'artiste ou du philosophe, qui sont tous les deux très problématiques. Moi, je peux avouer sans arrêt, pendant toute la journée, ma difficulté à défendre les titres d'artistes, les titres de philosophes. Et je pense que s'il y a une chance, c'est que les artistes sont vraiment profondément exposés à cette vacuité de profession, de caractère qui doit rester suspendu comme ça, dans l'air, dans l'espace. Donc, vu que nous sommes déjà très fatigués, moi, je me sens davantage écrasé parce qu'il y avait tellement de choses que je me sentais que je devais réagir. Donc, mon système nerveux est vraiment affolé parce qu'il y avait un tas de trucs pas possibles. D'abord, je dois avouer que je me sens vraiment content parce que j'ai l'impression que les questionnements qu'on pose ici sont plus ou moins les questionnements que j'ai retrouvés dans plusieurs endroits. Mais quand même, il faut adresser un peu d'abord la question de la technologie. En fait, d'abord, vous voyez, on parle du théâtre au XXIe siècle, mais quand même, derrière, il y a ce désir de parler de notre rapport avec la technologie. Donc, vu que nous avons parlé beaucoup d'un point de vue qui est tout à fait justifié, qui considère que quand même, nous sommes dans une phase où la technologie amène des changements radicaux, voire ontologiques, je viendrai un peu défendre l'autre point de vue qui dit que finalement, la différence, c'est juste une accélération et ce n'est pas quelque chose de tellement profond, c'est-à-dire que les désirs qui animent nos avancées technologiques sont les mêmes qui ont animé d'autres avancées technologiques qu'on ne considère plus comme telles. Donc, par exemple, l'alphabet et l'écriture. Les gens prennent, et ça m'embête, ça m'énerve, mais parfois je n'ai pas le droit de parler, mais ils regardent le livre comme quelque chose qui n'est pas technologique et qui est bien, qui est chaud, qui est... Et puis les ordinateurs qui sont froids, je ne sais pas quoi. Ben, je dois vous avouer que moi j'ai aimé les livres, j'en ai beaucoup malheureusement à la maison, et j'aurais aimé les jeter par la fenêtre. Je l'ai essayé une fois, je l'ai regretté de manière très amère. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans un processus qui est assez difficile à cerner si on parle de la technologie, parce que ça nous perturbe, et que je pense qu'il faut plutôt parler de notre rapport avec les outils, et dire que finalement l'outil est impossible à définir puisque notre corps, les mots, des choses qui nous sont constituants, que si on les enlève, nous ne sommes plus les mêmes, on s'en sert comme des outils et il y a forcément un moment où les outils prennent les dessus et c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer
Et c'est ce qui s'est passé depuis toujours. Dès qu'on utilise quelque chose, cette chose devient finalement le maître. Il est impossible que quelque chose qui résout un problème, finalement, n'est pas après dépendant à cette chose. C'est la même avec la parole. La pensée française a contribué notamment à démontrer ça. Et je pense que finalement, et là je pense que on va considérer que j'ai fini ma contribution aujourd'hui, c'est que ce qui nous reste finalement, c'est cette conscience de cette impossibilité et on va débattre. Ce n'est pas qu'on va jeter l'éponge, comme on dit. On va continuer, mais il faut d'abord commencer par cette humilité, de cette impossibilité, de cette défaite écrasante qui nous donne l'espace pour continuer pour les défaites qui vont suivre. Donc, merci beaucoup. Merci, Alexandros, de nous permettre de terminer l'après-midi presque avec un conte. Hein, c'est l'art du conteur. Je crois qu'il est l'heure de conclure, hein, c'est bien ça. Alors, conclure, non, en fait, j'ai eu plusieurs fonctions aujourd'hui. Il est dit dans le programme conclusion par votre serviteur, je me vois mal conclure, mais peut-être m'essayer à l'exercice de vous donner 4-5 mots, 8 mots qui me restent de la journée. Le premier, c'est l'imprévisible. J'ai entendu plusieurs fois dans la bouche de plusieurs intervenants la notion de l'imprévisible, le prévisible versus l'imprévisible. Et avec un corollaire sémantique qui serait le visible-invisible, le rendre visible. J'aimais bien aussi cette idée que la recherche, c'est le rendre visible ce qui n'est pas encore visible. Sinon, un autre thème qui vient d'être employé par Carole Thibault, qui me paraît extrêmement important et qui résume, je crois, très bien tout ce qui s'est dit, c'est le mot de déplacement. L'idée que, finalement, tout ce qui se joue dans ces relations entre art et science, ça induit, ça impulse des déplacements, des passages de frontières, j'ai employé le mot tout à l'heure, de déterritorialisation, le mot de Deleuze, mais tous ces mouvements qui font que on part de chez soi et forcément on s'en trouve altéré. Il y a bien sûr ce terme-là, l'autre, l'altérité, mais d'en parler comme d'une victime potentiellement. Mais ça n'est pas que ça. L'autre, c'est plein de choses. Il y a énormément d'altérité. Il y a énormément de manières de se rapporter à l'altérité, bien sûr. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter le mot rencontre, hein, qui a été prononcé 1000 fois. Aussi souligner le courage, je trouve, d'avoir dit publiquement, à plusieurs reprises, que des choses n'avaient pas marché, que ça avait bloqué, que ça avait freiné, et pour finalement se dérouter ou même ne pas se faire. Et je trouve que c'est important de pouvoir parler des ratages parce que c'est à partir de ce qui ne marche pas, je crois, qu'on peut vraiment comprendre comment ça pourrait marcher, tout simplement. Un autre terme oui, qui est troublant, on a beaucoup parlé de mort, on a entendu plusieurs fois, c'est quand même très troublant, censé parler des relations entre les arts et les sciences. La mort, la problématique de la mort, c'est glissé là comme ça, de manière un peu imprévisible pour le coup. Ça m'a troublé. Sinon, vous dire que oui, l'augmenter, la fameuse idée de l'augmentation, la technique nous permettrait d'augmenter le réel, l'acteur augmenté, tout est augmenté. Je repensais à une chose très simple, en entendant la division de Julie Valero, l'idée que donc l'augmentation, c'est ce qui nous permet d'attraper plus que l'espace de la cage de scène, de dispositif spatio-temporel dans lequel on est. Le premier acteur augmenté, la première figure augmentée, c'est le messager dans la tragédie grecque. Le messager fait rentrer sur la scène quelque chose qui n'est pas sur la scène. Et il ne le fait pas sur le mode du conte, il le fait sur le mode d'une personne à qui il s'adresse qui n'est pas nous. Donc l'invention de l'augmentation, elle vient avec l'invention même du théâtre, à mon avis. Donc, de la même façon qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé, on a beaucoup employé de mots, outils, instruments, techniques, technologie, le distinguo technique-technologique était intéressant. On n'a pas du tout employé un terme pourtant ultra théâtral, puisqu'on parle de théâtre au XXIe siècle, c'est la machinerie. C'est la machinerie. Et j'aimerais alors du coup me mettre dans vos roues, parlant de Romeo Castellucci. Évidemment, vous me lancez une perche. Romeo Castellucci a toujours pensé, élaboré et construit ses machineries.
ou du moins été collaborateur, coopérateur de la production de la machinerie, toute, hein, des plus simples aux plus complexes. Enfin, quand il arrive à faire qu'un espace qui était blanc en 1 minute 20 est entièrement couvert de suie, est entièrement saturé vers le noir, bon, comment on fait? Eh bien, il y a de la machinerie. Et je trouve que ce terme de machinerie, il est intéressant parce qu'il attrape évidemment toute la tradition théâtrale et il montre qu'il est toujours actif. Bien sûr, il prend des formes autres, mais, et pour finir, l'altérité a toujours été dans la machinerie, puisque la machinerie théâtrale vient du monde de la mer, et non du monde de la terre. C'est les marins qui amènent les machineries théâtrales. Donc, à mon avis, on est dans quelque chose qui est plutôt une continuité. Donc, moi, ces discours sur les ruptures, sur la nouveauté, la technique, c'est vrai que ça m'a souvent un peu... ça a produit pour moi des gestes un peu parfois de soupçons, en tout cas d'inquiétude, que ce ne soit que de l'invocation, quoi. Voilà, il y a eu quand même un mouvement invocatoire où le technologique viendrait au secours de... Je ne dis pas du tout ce qui se passe aujourd'hui, au contraire, c'est bien le contraire qui s'est passé. Mais je trouve que c'est un risque qui a eu existé et qu'effectivement, il est bon de l'attraper frontalement, parce qu'il est, à mon avis, quand même toujours menaçant. J'aime beaucoup votre idée que l'outil, finalement, c'est lui qui a le pouvoir, quoi. L'outil, par sa définition même, c'est que s'il marche, s'il est utile, je suis frappé, moi, quand même, de voir, sans métaphore aucune, comme le téléphone devient une addiction. Enfin, quelqu'un disait, nous sommes au début de... Mais vous vous rendez compte, on est exactement dans la situation de quelqu'un qui, dans les années 20, prenait son téléphone, appelait une dame, lui disait « Agnières, 23-2 », et que pour se téléphoner, c'était quand même 20 minutes d'opération, c'est le cas de le dire, et qu'aujourd'hui, le premier geste que nous faisons quand nous sommes dans un café, c'est vous avez le mot de passe du Wi-Fi. Qu'on n'en soit que là, je trouve ça juste hallucinant. Alors là, il y a des gens dans la salle, je pense, qui peuvent répondre. Comment est-il possible que nous soyons capables de téléphoner dans le monde entier, mais que nous ne permettent pas d'avoir accès au net de manière simple, fluide? Cette question qui devrait être réglée, elle est toujours devant nous. Alors qu'on dit quand même maintenant que ça fait... Voilà, petite note un peu provocatrice, mais il me semble que la technique, c'est ça aussi, c'est ce qui provoque, c'est ce qui... Et alors, un dernier mot sur la relation artiste-scientifique. J'ai évidemment pris été très intéressé au sens fort du mot et presque observateur de l'échange qu'il y a eu sur le dialogue, dont on voit quand même qu'il n'est pas encore tout à fait gagné, ou qu'il n'est jamais même toujours gagné, entre ce que j'appelais des corps étrangers. Et ce que j'en retiens, voilà, c'est cette notion de déplacement. C'est que je crois que si on arrive dans un projet de ce type, où il y a de la rencontre avec l'autre, sans déplacer son identité, sans accepter qu'on quitte son... Voilà, c'est des peaux, c'est pas des identités, c'est des peaux. Voilà. On peut être un temps dans la peau du professeur de philosophie, comme on peut être ensuite dans la peau d'un producteur de radio, je parle de mon cas personnel, et pour finir dans la peau d'un chargé de mission au ministère. Je pense qu'on a des peaux, on n'a pas des identités. Et on a, par contre, derrière ces peaux, des obsessions. Dernier mot sur lequel je finis, il a été employé 2 fois. Je crois que la recherche, en effet, alors la commune aux artistes et aux scientifiques, c'est l'obsession. C'est-à-dire cette idée qu'il y a une chose, et une seule. Hein. Bachelard en parle très bien. Non, pardon, Bergson en parle très bien, de cette idée qu'on a vraiment une idée fixe. On est attrapé par une question et elle ne quitte plus, et il n'y en a pas 2. Hein. Voilà. Et il me semble que c'est une assez jolie définition de la posture du chercheur et de l'artiste. Je vous remercie. Merci Antoine. Merci Bruno. Je veux remercier Lucie Conjard, Emma, elle n'est pas là Emma ? Elle est en bas. Emma Colombet qui a préparé aussi le colloque. Valérie Cordy qui nous a accompagnés, qui termine dans l'espace. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.